Et donc on termine cette journée d'infectieux et périnatalité avec un très très jeune chercheur, un petit nouveau dans le domaine. Vous l'avez peut-être jamais vu, mais il va nous parler un peu de CMV. Oui, je vais vous parler de CMV pour changer un petit peu. Et je vais vous donner mon opinion que je partage sur la prise en charge actuelle de l'infection à CMV. Et vous dire que, oui, je me mouille. Pour moi, je pense qu'il est temps désormais de dépister. Alors, vous savez qu'il existe des tas de critères pour savoir si un dépistage doit être fait dans une population générale. C'est des critères qui ont été définis par l'OMS il y a extrêmement longtemps. Et donc, je vais répondre à toutes ces questions les unes après les autres. Alors, la première raison pour laquelle un dépistage du CMV doit être prôné, c'est parce que le CMV est un problème fréquent. Le CMV, 40 à 50% des patientes en France sont séronégatives. Il y a parmi ces patientes séronégatives entre 0,3 et 1% de séroconversion. Et il y a 0,4% des enfants qui naissent infectés par le cytomégalovirus. Donc à la question, est-ce que c'est fréquent? La réponse est oui. Et les conséquences peuvent être multiples, que ce soit les retards de croissance, mort in utero, déficit neurologique, déficit auditif, et excuse-moi Natacha et Dr Chebib, il faudrait que je rajoute déficit vestibulaire. Et olfactif. Et un argument aussi en faveur du dépistage du CMV, c'est que maintenant on connaît quand même assez bien l'histoire naturelle de l'infection congénitale à CMV, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais maintenant on sait très bien comment ça se passe. La première chose que l'on connaît très bien maintenant, c'est le taux de transmission materno-fétale. Et on sait que le taux de transmission materno-fétale est corrélé au terme. Il est faible avant et au début de la grossesse. Il augmente tout au long de la grossesse de façon assez linéaire. C'est un article qu'on avait fait dans notre jeunesse avec Christelle. Et ce qui est important, c'est qu'il y a la période préconceptionnelle qu'il ne faut pas négliger, et puisqu'on sait que dans la période de quelques semaines avant le début de la grossesse, il peut y avoir des conséquences qui soient extrêmement graves, et on ne peut que répéter que les seules patientes qui sont à zéro risque sont les patientes qui sont séronégatives. Et on sait très bien qu'au cours de la grossesse, globalement, il y a à peu près 30% de transmission materno-fétale. Alors 30%, c'est le chiffre au premier trimestre, mais c'est aussi le chiffre si on fait la globalité du début à la fin. On est à 5-15% en antéconceptionnel et à 60% à la fin. Globalement, on retient 30% de transmission materno-fétale. Je crois que Claire Périot-Dubois vous l'a très bien montré tout à l'heure. On ne sait pas faire le diagnostic des infections secondaires, donc on ne connaît pas leur fréquence et on ne connaît donc pas le taux de transmission materno-fétale. C'est là la seule limite, à mon sens, du dépistage de l'infection ACMV, c'est ce problème des infections secondaires. J'insiste sur le fait qu'on ne connaît pas ces chiffres parce qu'ils sont dans certains articles, dans certains chapitres de livres et tout le monde se le répète, mais comme Claire vous l'a montré très bien tout à l'heure, comme on ne sait pas en faire le diagnostic, on ne sait pas combien il y en a. Mais on sait que la moitié des enfants infectés à la naissance sont issus d'infections secondaires. Dans l'immense majorité des cas, si on prend un tarif global, on a 90% d'enfants qui sont asymptomatiques à la naissance, 90 à 95% vont avoir un développement normal, et 5 à 10% vont avoir des troubles auditifs, vestibulaires ou auditifs pour faire plaisir au professeur Tessier. Le problème, et ce qui nous intéresse en diagnostic prénatal, c'est la proportion des symptomatiques. Donc, 30% vont décéder, 10% vont avoir un développement normal parmi les moins symptomatiques, et puis 60% vont avoir des séquelles parmi les symptomatiques. Mais cette proportion de symptomatiques, elle est évidemment plus importante en cas d'infection du premier trimestre qu'à la fin. Donc c'est un problème grave, c'est fréquent, c'est un problème dont on connaît l'histoire naturelle, et c'est également quelque chose pour lequel on a une prévention primaire. Cette prévention primaire, elle est liée au fait que le CMV est un virus fragile et qu'il suffit de se laver les mains avec un petit peu de savon et le virus disparaît. Il y a aussi un truc qu'on a appris à connaître depuis 2 ans à peu près, c'est un truc qui s'appelle le SHA, je crois. Donc l'hygiène, ça marche, et ça marche pas que pour le Covid, ça marche pour le CMV, ça marche pour des tas de virus, l'hygiène. Et très tôt, donc dès la fin des années 90, il y avait des campagnes d'information, notamment dans les pays anglo-saxons, qui disaient « lavez-vous les mains, ça évite d'attraper le CMV ». Et donc il y a eu des campagnes sur ne pas embrasser l'enfant sur la bouche, ne pas manger avec sa cuillère, ne pas laver les mains
bien se laver les mains au moment d'échange. Alors les Américains ajoutent ne pas se brosser les dents avec la brosse à dents de l'enfant. Je me suis dit qu'en France, on était plus malin, on ne se lave pas les dents avec les brosses à dents de nos enfants. Mais en tout cas, c'est des mesures d'hygiène simples. Et on sait que les groupes à risque qui vont infecter nos femmes enceintes, ce sont les enfants qui vivent en crèche. Donc c'est leur premier enfant. C'est vraiment cet âge-là. Et on sait très bien que les femmes qui viennent d'accoucher, qui sont séronégatives, vont s'infecter dans les 2 ans qui suivent leur accouchement quand leur enfant sera en crèche. Donc on sait très bien quelles sont les patientes à risque, comment elles vont se contaminer, comment on peut l'en empêcher. Alors c'est ces études qu'on avait publiées en 2009, donc on revient encore plus loin, Christelle, en arrière. Il y avait même d'ailleurs une petite jeune, docteur Cordier à l'époque, qui avait travaillé sur ce sujet-là, qui était qu'à Antoine Béclair, nos prédécesseurs avaient commencé à instaurer un dépistage du CMV. En fait, lorsqu'elle venait la première fois en consultation à Béclair, elle venait vers 12 semaines, et à 12 semaines, il y avait une consultation infirmière qui leur expliquait le suivi de la grossesse, et on leur proposait une sérologie CMV. Si elle la voulait, on la faisait. Si on ne la voulait pas, elle ne la faisait pas. Et les sérologies étaient analysées par Christelle et Liliane Grangeau-Kéros. Et ces analyses sérologiques, et aussi au moment de cette consultation, elle recevait une feuille d'information écrite sur la prévention du CMV. Donc ça date de 2009 déjà. Et donc les études sérologiques faites par Liliane et Christelle montraient qu'il y avait 0,4% des enfants qui faisaient une infection à CMV avant qu'elles viennent nous voir, donc avant l'exposition aux mesures d'hygiène, et que lorsqu'elles avaient, après leur suivi, qu'on leur refaisait une sérologie à la fin, il y en avait 0,19% qui faisaient une infection à CMV sur une période 2 fois plus longue. Donc cette étude a montré qu'avant, après exposition aux mesures d'hygiène en population générale, on diminuait la prévalence des infections à CMV. Donc c'est la première étude en population qui montrait ça. 2015, les Italiens en font une étude également qui compare des patientes séronégatives, séropositives et les mesures d'hygiène, et qui montre qu'il y a également une forte diminution du taux de séroconversion, en sachant qu'il partait de 7,6%. Mais en tout cas, c'est efficace. On est toujours content qu'une équipe étrangère aille dans le même sens que nous. Et puis, la question qu'on s'est posée avec Anne-Gaëlle, notamment, c'est est-ce que ces mesures d'hygiène, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est contraignant? Et finalement, quand on interroge les patientes, on s'aperçoit que dans l'immense majorité des cas, ces mesures d'hygiène sont acceptables et elles sont faciles à faire. Et je reviens sur les infections primaires. Ces mesures d'hygiène, cette prévention, elle doit être universelle pour diminuer le risque de réinfection. Alors, ça n'agira pas sur les réactivations, on est bien d'accord, mais sur les réinfections, certainement. Après, est-ce qu'on a un diagnostic maternel qui est fiable? En fait, là, j'utilise des diapositives de Christelle et puis des arbres décisionnels qui sont dans le livret d'infectiologie périnatale qui est en vente pour 10 € et qui est présent ici. Et donc, dans ces arbres décisionnels, on voit que finalement, en suivant ces arbres décisionnels, dans l'immense majorité des cas, je dirais 95% des cas, l'interprétation sérologique, elle est facile. Alors parfois oui, parfois c'est compliqué, on a besoin des avis d'experts, et parfois on ne s'en sort pas, ça peut arriver, on a besoin d'avoir un virologue parmi ses amis, ça c'est sûr, mais dans l'immense majorité des cas, on y arrive. Je ne vais pas vous refaire le détail des arbres par manque de temps, mais vraiment l'utilisation de l'avidité, l'intérêt d'aller rechercher un sérum en début de grossesse, au moment des bêta-HCG, par exemple, des choses comme ça, tout ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, dans les principes d'interprétation de la sérologie, savoir que quand on a les signes cliniques, on peut avoir une sérologie qui est encore négative et qui se positivera après. Il y a des tas de petits trucs comme ça qu'on vous expliquera lors de l'atelier de demain sur l'interprétation et la prise en charge, les pièges cliniques des sérologies que l'on fait demain avec Christelle. Et puis, ne pas oublier que lorsque l'on a une image échographique, si on est à 22 semaines, elle n'a jamais de sérologie, on tombe sur une image échographique. La seule chose qui va exclure la phétopathie infectieuse, c'est une sérologie négative. Si on a une sérologie positive au moment des signes échographiques, que ce soit DG, DM, DG, pas de M, etc., on s'en fout. C'est un signe d'un diagnostic prénatal, parce que ça peut être une primo-infection des débuts de la grossesse, mais ça peut être aussi une infection secondaire. Donc le fait de se dire elle était positive l'année dernière, donc c'est pas ça, c'est une erreur de diagnostic anténatal.
Ce qui est nouveau depuis un peu plus d'un an, et on a déjà parlé de cette publication tout à l'heure lorsqu'on a fait les 5 publications importantes de l'année sur la prévention de la transmission materno-fétale qui est efficace. Vous avez cette étude qui est donc celle de Shahar Nissan, donc publiée dans le Lancet en 2020, qui est une étude randomisée en double aveugle valacyclovir versus placebo sur la séroconversion CMV du premier trimestre de la grossesse. 45 patientes dans chaque groupe. Et résultat, eh bien, vous voyez qu'en cas d'infection du premier trimestre et en cas d'infection, donc le taux de transmission materno-fœtale est diminué par le valacyclovir de façon significative. Ce n'est pas pour les infections périconceptionnelles, probablement avec un facteur limitant qui est extrêmement important, c'est le délai de mise en route du traitement entre l'infection et le moment où on démarre le traitement. Donc vous voyez que le valacyclovir diminue de 70% dans cette étude le taux de transmission materno-fœtale. Et un facteur important, c'est le délai de mise en route du traitement. Et un élément important, c'est cette histoire d'amniosynthèse négative avec un bébé infecté. Alors, pour faire plaisir aux virologues, ce ne sont pas des faux négatifs. Un faux négatif, ça voudrait dire qu'il y avait le virus, mais qu'on ne l'a pas vu. Ça, c'est un faux négatif. Ce n'est pas un faux négatif. Il n'y avait pas de virus, on ne l'a pas vu, c'est normal. Donc, c'est un vrai négatif. Mais le virus est passé après la myosynthèse par un relargage après. Et en fait, ce relargage, il est plus fréquent chez les patientes qui ont reçu du valacyclovir. Alors, est-ce que c'est grave? Réponse, non. Je vais vous parler des facteurs pronostiques juste après. Le pronostic est lié au terme, donc si le virus passe après, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Si on regarde toujours quel est le gold standard, ce sera à la naissance. Mais finalement, sur les formes les plus à risque du premier trimestre, il y a une diminution du taux de transmission materno-fœtale et ce n'est pas très grave que ce soit relargué après. Question de la tolérance maternelle. Alors, dans toutes les études qui ont été faites, il y a une excellente tolérance maternelle. Vous voyez que là, dans cette étude de Shahar Nissan, il y a autant de nausées, de céphalées, de douleurs abdominales, etc. C'est pareil. Il n'y a aucun cas où il y a eu une nécessité d'arrêter le traitement à cause du valacyclovir. Pour accéder un petit peu plus loin, là, je présente juste une ou deux diapos du travail de thèse de Charles Egloff qui est présent ici, qui est un article qui est accepté avec quelques modifications de l'ultrasound obstétrique gynécologique, donc c'est quelque chose de nouveau. Et là, c'est un peu le même modèle que l'étude rétrospective qui a été présentée ce matin. C'est une rétrospective entre un groupe de patients qui ont eu du valacyclovir et un groupe de patients qui n'en ont pas reçu. C'est une étude multicentrique avec nos amis de Béclair et d'Angers, pour n'oublier personne. Et en fait, on remarque que par rapport à l'étude de Fort-Bardon, l'étude s'arrête au moment de la myosynthèse, nous, ça s'arrête à l'accouchement. Hein. Donc l'infection, pour nous, elle est déterminée par l'accouchement et pas par la myosynthèse à cause justement du relargage. Eh bien, on se retrouve que dans le groupe valacyclovir, il y a moins de nouveau-nés infectés que dans le groupe contrôle et qu'on retrouve la tendance également au second trimestre, et c'est la seule étude qui montre cette tendance au deuxième trimestre, puisque les autres études, que ce soit celle de Fort-Bardon ou celle de Shahar Nissan, sont des séroconversions du premier trimestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que si les patients sont virémiques, c'est plus efficace, ce qui est assez logique, ce qui prouve encore une fois qu'il faut être extrêmement précoce pour avoir une efficacité. Accessoirement, Charles a regardé la charge virale dans le liquide amniotique à la naissance et a montré que dans le groupe valacyclovir, cette charge virale est inférieure. Donc c'est un traitement qui est prometteur et qu'à mon avis, on ne peut pas faire autrement que de le donner en prévention de la transmission materno-fœtale. Et l'étude de Charles trouve des résultats qui sont similaires à la population, à ce qui a été publié. Donc vous voyez qu'il y a dans la littérature, maintenant, il y a 4 études qui ont donné du valacyclovir à des patientes en prévention de la transmission materno-fœtale. Au 200, c'est que 12 patientes. Fort-Bardon, c'est 65. Shahar Nissan, c'est 45-45. Et Charles, c'est une soixantaine de patientes. Et donc, vous voyez qu'on accumule les arguments pour dire qu'il faut donner du valacyclovir. Alors, il y a une précaution à faire avec le valacyclovir qui est ressortie uniquement dans l'étude de Charles et pas ailleurs. C'est qu'il y a eu des cas de patients avec une insuffisance rénale
aiguë liée au valacyclovir. Alors rassurez-vous, cette insuffisance rénale, elle a guéri à l'arrêt du valacyclovir. Donc c'est quelque chose qui est connu par les infectiologues qui s'occupent d'autre chose que de la grossesse et un peu moins connu des obstétriciens, mais ça peut donner des insuffisances rénales. Et c'est pour ça qu'il faut bien hydrater les patientes et surveiller la fonction rénale et arrêter le valacyclovir si jamais on voit que la créate se met à augmenter. Est-ce qu'on a un diagnostic fiable de l'infection fœtale ? Oui, alors je parle encore sous contrôle des virologues, mais lorsque on fait la myosynthèse, et nous continuons à la faire à 21 semaines d'aménorrhée, 6 semaines après l'infection maternelle, on a une sensibilité qui est proche de 100%. C'est vraiment exceptionnel qu'on ait des faux négatifs. On en a eu un ou deux, je pense, mais ça peut arriver, mais ça va arriver plus souvent avec le valacyclovir, puisqu'il y aura un relagage un petit peu tardif. Alors, il y a des études qui ont plus d'amyosynthèse négative avec des bébés infectés parce qu'ils font des amyosynthèses plus tôt, ou alors parce qu'ils traitent. Donc ça, on sait, ça augmente un petit peu. Après, je comprends qu'on a envie de faire un diagnostic tôt, surtout qu'on sait que les formes graves sont celles du premier trimestre. En tout cas, ce qu'il faut reconnaître, c'est la valeur prédictive négative de l'amyosynthèse, elle est fondamentale. Parce que cette amyosynthèse, si elle est négative, soit le fœtus n'est pas infecté, et vraiment, il n'y aura pas de souci. Soit le virus passe après, mais comme on sait que le pronostic est corrélé au terme, globalement pour les formes neurologiques graves, on s'en fout. Donc avoir une amyosynthèse négative, c'est quelque chose qui permet de modifier la prise en charge et de rassurer les couples. On sait que le pronostic, il est maintenant beaucoup plus facile à déterminer. En médecine, comme en médecine fœtale, c'est toujours pareil. Vous avez les cas très faciles. Soit c'est strictement normal, on est sûr que ça va aller, soit c'est la cata, on est sûr que ça ne va pas aller, et puis de temps en temps, au milieu, il y a une zone grise. Cette zone grise, ce n'est pas spécifique à l'affection SMV, on la retrouve un petit peu partout. Il y a des zones grises qu'on prend en charge une hyperclarté nucale, il y a une zone grise dans des tas de choses. Et donc dans le SMV aussi, il y a une zone grise. Ce qui est sûr, c'est que cette zone grise, maintenant, elle est de plus en plus étroite. Dans le facteur pronostic, toujours un petit peu la même étude que tout à l'heure, on avait été les premiers en 2013 à montrer qu'après 14 semaines, on n'avait pas de forme neurologique grave. Okay, c'est une étude rétrospective, voilà, mais ça montrait bien qu'il y avait un effet lié au terme. Deuxième, troisième trimestre, on n'avait pas trouvé. Alors il se trouve que d'autres auteurs depuis vont dans le même sens en disant qu'il n'y a pas de fétopathie grave liée au CMV à ces termes-là. On a eu un ou deux cas, on a même publié, Claire en a publié un l'année dernière d'une infection du deuxième trimestre avec une forme grave, donc ça peut arriver, mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est pour ça que c'est vraiment le premier trimestre sur lequel il va falloir cibler nos efforts. Et de même pour ce qui est des troubles auditifs, il y a des équipes qui disent qu'il n'y a pas de troubles auditifs à partir du deuxième trimestre. En fait, oui, ça peut arriver, c'est rare, les ORL le savent, on en a quelques cas, c'est beaucoup plus rare, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Et puis on connaît mieux la valeur prédictive négative de nos techniques d'imagerie. L'imagerie maintenant, en 2022, n'est pas tout à fait la même technique d'imagerie que l'imagerie que l'on faisait en 2000 ou en 95. Donc l'imagerie, l'échographie diagnostique que l'on fait de nos jours, elle a une valeur qui est vraiment extrêmement importante, surtout en valeur prédictive négative. Je ne vous ai pas de la valeur prédictive négative de la myosynthèse, je vous parle de la valeur prédictive négative de l'imagerie. Si vous avez un fœtus infecté avec une imagerie normale, votre bébé il ira bien. D'accord ? Il aura peut-être des troubles auditifs, vestibulaires ou olfactifs, mais en tout cas, neurologiquement, il ira bien. Et puis dans la littérature, attention, ne confondez pas l'échographie de dépistage et l'échographie de diagnostic. Il y en a qui disent que l'échographie a une mauvaise sensibilité parce qu'il y a des bébés qui naissent infectés. Ben oui, même si on est très fort en écho, on ne voit pas les virus toujours à l'écho. Donc il faut faire attention, mais vraiment une excellente valeur prédictive négative. Et puis les auteurs israéliens, notamment Shlomo Lipitz, il insiste bien également, comme nous, sur le fait qu'avec une imagerie normale, la seule chose qui reste, ça va être le trouble auditif. Vigilant sur les infections du premier trimestre, ça c'est Shlomo Lipitz qui l'a également montré. Il faut vraiment surveiller longtemps ces patientes. C'est une espèce d'épée de Damoclès un petit peu stressante. Donc il faut surveiller jusqu'à 32-34 semaines d'aménorrhée. Et si jamais il faut faire des IRM, autant les réserver à ces patientes qui ont des infections du premier trimestre. Le traitement fœtal, la seule étude qui existe vraiment, c'est cette étude donc de Simé Val 2 qui a été faite par
une étude nationale, mais qui a été menée par nos amis de Necker, qui incluait des fœtus qui avaient des signes échographiques. D'accord ? Donc, ce n'est pas des fœtus sans rien, ce n'est pas des fœtus gravement malades, c'est des fœtus qui avaient un petit signe échographique. Et c'est une étude qui n'est pas une étude randomisée, c'est une étude où on compare l'issue de grossesse des patientes qui ont une valacyclovir alors qu'il y avait un signe échographique versus la littérature. Toujours important à rappeler, avec un processus en 2 étapes, avec une définition très stringente du côté asymptomatique à la naissance, qui est à la fois clinique et biologique. Et effectivement, dans cette étude, qui est une étude en 2 étapes selon le modèle méthodologique, eh bien, ils ont trouvé moins de fœtus asymptomatiques dans le groupe valacyclovir, alors qu'il y avait un petit signe échographique, que dans le groupe de la littérature, qui est un groupe de comparaison. Donc c'est un résultat qui est intéressant. Ça reste quand même une étude de faible niveau de preuve, mais ça a le mérite d'exister. J'attire votre vigilance sur le fait que quand on regarde dans les affections SMV l'évolution de la charge virale et des plaquettes, vous savez que certains ont évoqué ça comme facteur pronostic, on voit que la charge virale diminue entre la mise en route du traitement et la naissance. On voit que les plaquettes augmentent entre la mise en place du traitement et la naissance. Ceci dit, il n'y a pas de groupe comparatif, donc je ne sais pas si c'est l'effet du médicament ou si c'est l'histoire naturelle de la maladie où on fait sa petite infection, on fait sa petite septicémie fétale, et puis après on va un petit peu mieux, on guérit, et ça guérit tout seul. Objectivement, on n'a pas la réponse scientifique à cela. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire du traitement dans cette cohorte, et ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc, la limite, c'est ce traitement curatif avec des études, avec des essais randomisés aussi, des essais internationaux aussi sur les immunoglobulines, dont on aura les résultats dans quelques années, qui ne sont pas du tout intégrés dans nos pratiques en France. La prise en charge claire, parce que oui, je pense qu'on peut dire qu'on a une prise en charge claire du CMV en France. Si on a un signe d'appel échographique, tout dépend du signe d'appel échographique. Je termine. La sérologie est négative, c'est pas le CMV qui donne ce qu'on a. Si on a des IgG, et volontairement je ne parle pas d'IgM, si on a des IgG qui ont un signe d'appel échographique, si on est pragmatique, la première chose qu'on fait c'est une amnio. Et après, si on veut faire des trucs intellectuels et réfléchir, on fera l'enquête sérologique pour aller au premier trimestre ou avant. Mais sinon, IgG, quels que soient les IgM avec un signe écho, égale amnio. Donc la myosynthèse, nous, on continue à la faire à 21 semaines et 6 semaines. La PCR négative, je ne parle pas de la valeur prédictive négative, on peut alléger la surveillance, foutre un petit peu la paix aux gens et voir un petit peu à la naissance. Quand la PCR est positive dans l'équilibre amniotique, là, nous, on fait des échographies tous les 15 jours, surtout chez les infections du premier trimestre, et on va établir le pronostic en fonction de tout ça. Et je dois avouer que la fonction de sang fœtal est quelque chose que l'on fait quasiment jamais. Si l'échographie est normale, tout va bien. Puis après, la discussion de l'IRM qui fait l'objet d'un autre débat. En tout cas, surtout sur les affections du premier trimestre. Et puis, je pense qu'il faut prescrire du valacyclovir. Donc, qu'est-ce que je dis aux patients ? Je dis que si le fœtus ne présente aucun signe, même s'il est infecté, il y a un risque auditif, 5, 10, 20% au premier trimestre. S'il y a une atteinte cérébrale, là, ça ne va pas. Si un signe extracérébral isolé, pronostic incertain, zone grise, attention. Il y a beaucoup de petits signes que l'on voit maintenant qui ne nous inquiètent plus. Exemple, un intestin hyperéchogène transitoire isolé, je m'en fous. Exemple, une vascularite des vaisseaux thalamiques isolés sans rien d'autre, ça augmente peut-être un peu le risque auditif, mais je m'en fous. Des petits PKSE qu'on voit de plus en plus maintenant avec les sondes qu'on a, qui sont stables, qui ne bougent pas, qui sont strictement isolés, je m'en fous. Voilà. Et reste la question du modèle socio-économique. Est-ce que c'est économiquement raisonnable de faire ça ? C'est Claire Périlloux-Dubois qui va évoquer ça. Donc la prise en charge raisonnée est possible, l'hygiène, le valacyclovir, l'échographie, la myosynthèse. 2017-2019, le CNGOF s'est exprimé étant plutôt favorable au dépistage. L'Académie de médecine en 2019, favorable au dépistage. Donc pour moi, dépister, je pense que oui. Mais quel dépistage ? Il ne doit pas être systématique, je n'aime pas le mot systématique, mais il doit être proposé, discuter avec les gens, parce que tout va dépendre après de ce que l'on va faire du résultat. Et donc c'est important. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui nous embête, nous, c'est lorsque on fait la sérologie de début de grossesse avec la toxorubéole, HIV, CMV, etc., que la patiente dit « c'est quoi ça ?» Elle dit « ah ben je ne sais pas ». Ça, c'est une catastrophe. Donc, ça doit s'expliquer. Et surtout, il faut sensibiliser le plus tôt possible, voire avant la grossesse, parce qu'on sait que les plus graves, c'est les infections du premier trimestre. Donc, commencer un dépistage à 22 semaines n'a aucun sens.
Moi, je pense qu'il faut faire mensuel au moins jusqu'à 16-20 semaines, de façon à pouvoir traiter tôt quand on diagnostique une séroconversion. Et en tout cas, il faut informer, et c'est le but de ce que l'on fait au GRIG avec nos bandes dessinées, avec nos vidéos que vous pouvez retrouver sur notre site internet, notre page YouTube et notre livret d'infectiologie périnatale. Merci Olivier pour ce petit point. Alors du coup, comme tu as largement débordé, on vous propose de grouper les questions à la fin. Non, Claire, elle va faire son topo. Un topo très très intéressant puisque elle va vous l'expliquer, mais c'est sans doute les premières données sur le coût socio-économique du dépistage des infections ACMV. Je peux y aller ? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, j'ai la tâche de vous montrer les premiers résultats de l'évaluation du coût du dépistage de l'infection maternelle et congénitale ACMV. Je ne reviens pas là-dessus, mais comme vous le savez, les pouvoirs publics, dont le Haut Conseil de la santé publique s'est prononcé pour ne pas recommander un dépistage systématique, alors que les sociétés savantes sont plutôt pro-dépistage du CMV. Et en termes de nombre d'enfants infectés et avec ou sans séquelles, par rapport aux autres maladies et infections à dépistage systématique, on peut penser, en tout cas on peut réfléchir à dépister le CMV. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une évaluation médico-économique. Donc c'est pas une fin en soi, une évaluation médico-éco, c'est un outil parmi d'autres pour évaluer la pertinence du dépistage. Ça fait partie des critères OMS pour justifier d'un programme de dépistage. Et le Haut Conseil de la santé publique, en 2018, mentionnait le manque de cette étude et de cette évaluation pour prendre ces décisions. Et il y a eu la nouveauté du valacyclovir, qui était très intéressante à évaluer d'un point de vue médico-éco. Alors, qu'est-ce que c'est ? Une évaluation médico-économique, c'est comparer l'apport médical d'une intervention, donc ça peut être une thérapeutique, ici c'est un dépistage, en termes d'efficacité, ça peut être des années de vie gagnées, ça peut être de la qualité de vie gagnée, et comparer les coûts que cette intervention engendre. Et en général, ce sont des surcoûts. On n'aurait pas besoin d'analyse médico-éco si l'assurance maladie pouvait tout payer, si on était budget illimité. Mais on a, comme vous le savez, deux ressources limitées, et notamment en santé, donc ça nous aide d'avoir une évaluation, ça aide les pouvoirs publics à choisir quelle est l'intervention qui rapporte le plus d'efficacité et à moindre frais. Ce qui permet de juger le critère d'une analyse coût-efficacité, c'est ce qu'on appelle le ratio coût-efficacité. Ça fait très savant, mais en fait, c'est pas si compliqué. Parce que quand vous décidez de vous payer votre billet de train en TGV première classe et pas en Ouigo, vous décidez, et pas en low cost, vous décidez de payer 5 fois plus cher parce que vous estimez que la différence de qualité entre les deux voyages vaut la différence de prix. C'est vrai, vous évitez les sièges de couleur criarde, vous évitez les bébés qui hurlent, et en plus, vous avez une prise perso pour votre ordi. Ça, c'est du confort. Et en fait, inconsciemment, vous avez calculé un ratio coût-efficacité que vous avez jugé acceptable, donc vous avez payé. Donc en fait, vous faites des analyses coût-efficacité absolument tous les jours pour décider d'acheter telle ou telle chose. Et là, on va voir si ça vaut le coup de se payer la première classe pour le CMV. Donc on a construit un modèle qui compare 4 stratégies de dépistage universel. La première stratégie, donc, vous voyez, c'est un arbre décisionnel dans un logiciel qui est fait pour ça. La première stratégie, c'est l'absence de dépistage, telle que recommandée par le Haut Conseil. La deuxième stratégie, c'est le dépistage maternel universel de toutes les primo-infections du premier trimestre. La troisième stratégie, c'est le dépistage néonatal systématique. Et la quatrième stratégie, les deux, le bonus. Et on a comparé ça avec la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas l'absence de dépistage. Et on sait que dans la vraie vie, il y a entre 25 et 50% des femmes enceintes qui bénéficient d'un dépistage systématique des primo-infections du premier trimestre. On a construit ce modèle en se basant sur l'histoire naturelle du CMV, avec, donc, comme on a dit, la moitié des infections congénitales qui font suite à une infection secondaire et l'autre moitié qui font suite à une primo-infection maternelle.
Et donc, on a évalué le nombre d'enfants avec ou sans séquelles et les IMG on a modélisé ça en fonction de l'infection naturelle. Attention, l'enfant avec séquelles, donc on a bien distingué séquelles et symptomatiques. On a distingué les séquelles neurosensorielles, donc le syndrome vestibulaire et ou associé à la surdité. Et ça, on l'a distingué avec le retard de développement psychomoteur, plus lourd en termes de prise en charge. Bien sûr, la surdité, elle peut être soit dès la naissance, soit retardée dans l'enfance. Ça, c'est bien connu avec le CMV. Et on sait aussi qu'un nouveau-né symptomatique peut ne pas développer de séquelles, puisque symptomatique, d'un point de vue clinico-biologique, peut ne pas développer de séquelles, et qu'un nouveau-né asymptomatique, d'un point de vue clinico-biologique et imagerie, peut développer des séquelles, et notamment la surdité dans l'enfance. Donc tout ça, on l'a vraiment pris en compte dans notre modèle. Je ne rentre pas là-dedans, hein, c'est un peu horrible. Simplement, ça, c'est les paramètres du modèle. C'est ce qui garantit la robustesse du modèle. Et là, est-ce que, avec ma souris, vous voyez que ce qu'on a pu évaluer, c'est le coût relatif à la prise en charge des enfants infectés en fonction de leur état clinique, donc sans séquelles, avec séquelles sensorielles, avec séquelles neurodéveloppementales ou des enfants qui vont décéder. Et surtout, on a pu comparer le coût si le diagnostic est fait à la naissance ou pas. Et ça, c'était très important pour pouvoir modéliser le coût total de ces enfants en fonction de la stratégie de dépistage. Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré comme outcome ? D'abord, le surcoût et le coût de chaque stratégie, séparément. Donc, on a pu établir un coût de dépistage ou de diagnostic jusqu'à la naissance de l'enfant et les coûts totaux de la maladie. Le gain de chaque stratégie en termes de diagnostic supplémentaire de fœtus ou d'enfants avec ou sans séquelles. Et donc, on a pu établir un coût par diagnostic de fœtus ou enfant avec séquelles. Et on a pu étudier le surcoût et les gains financiers apportés par le valacyclovir en termes d'infections évitées. Donc, c'est parti. La première stratégie, c'est l'absence de dépistage. Là, ce que vous voyez, donc l'absence de dépistage, ça ne veut pas dire absence de diagnostic. On n'est pas dans cette stratégie-là. Par contre, en rouge, ce que vous voyez est entouré. Ce sont des enfants qui vont être avec séquelles. Donc là, j'ai mis toutes séquelles confondues. Je ne dis pas que ce sont que les cas les plus graves, mais avec séquelles, et qui sont dans la nature, non diagnostiqués à la naissance, dont le diagnostic se fera probablement tardivement. Et en fait, le dépistage, si on le mettait en œuvre, ça serait justement pour rattraper ces enfants-là, pour pouvoir les dépister et les diagnostiquer. Donc son dépistage systématique, le minimum à dépenser, il est de 5 millions d'euros, un peu plus, presque 6 millions d'euros, jusqu'à la naissance de l'enfant, parce qu'il va y avoir des coûts de sérologie s'il y a une anomalie échographique, le coût de la myosynthèse, les échographies de diagnostic et la PCR chez le nouveau-né. Et le coût total de la maladie, il est évalué à 75 millions d'euros, entre les coûts de diagnostic et le coût de suivi et de prise en charge des enfants. Donc ça, c'est ce qui est recommandé. La vraie vie, donc dans la vraie vie, comme il y a entre 25 et 50% de femmes enceintes qui ont un dépistage au premier trimestre, donc il y a un petit peu moins d'enfants, 93 contre 149, un petit peu moins d'enfants qui vont être avec séquelles et dans la nature. Et le coût du dépistage et du diagnostic jusqu'à la naissance de l'enfant, il est à 17 millions d'euros. Bien sûr, c'est une inéquité entre les femmes, puisque selon que vous êtes suivi dans la maternité qui propose ce dépistage ou non, eh bien, vous n'avez pas accès au dépistage systématique. Et le coût total de la maladie, il est évalué à 83 millions d'euros dans la vraie vie. Donc ça, d'après notre modélisation, c'est ce qui se passe malgré des recommandations de ne pas dépister. La deuxième stratégie, donc, c'est un dépistage universel des primo-infections du premier trimestre. C'est un modèle, on fait ce qu'on veut, et nous, on a modélisé qu'on aurait une sérologie CMV à T0 de la grossesse, et si la patiente est séronégative, une sérologie à 12 semaines d'aménorrhée, pour vraiment avoir, voilà, bien sûr, c'est un modèle, c'est un monde idéal, on diagnostique 100% des primo-infections du premier trimestre. Donc, le coût du dépistage et du diagnostic jusqu'à la naissance de l'enfant serait de 35 millions d'euros. Et par rapport à la vraie vie, ça permet de gagner, donc notre efficacité, c'est qu'on gagne le diagnostic de 372 enfants ou fœtus infectés, donc suite à une primo-infection du premier trimestre. Donc
les cas les plus graves, enfin les plus à risque de séquelles graves, dont 93 auraient des séquelles, et ça génère 100 interruptions médicales de grossesse supplémentaires d'après notre modèle. Et le coût total de la maladie s'élève à 97 millions d'euros. Donc le coût total, ça comprend et le dépistage, et le diagnostic, et le suivi pour toute la vie de l'enfant. Et on a étudié une stratégie 2 bis, qui est de dépister de manière universelle les femmes enceintes des primo-infections du premier trimestre de la grossesse, et tout de suite de donner du valacyclovir. Et donc ça coûte 37 millions d'euros jusqu'à la naissance de l'enfant. Et par rapport à la vraie vie, ça permet d'éviter 375 infections congénitales qui feraient suite à une primo-infection maternelle du premier trimestre, dont 159 enfants auraient eu des séquelles. Et il y a 40 interruptions médicales de grossesse en moins par rapport à la situation dans la vraie vie. Et le coût total, il est de, si on arrondit, 80 millions d'euros contre 83 millions d'euros qui sont dépensés dans la vraie vie. Donc, 83 moins 80, moi je trouve qu'on économise 3 millions d'euros par rapport à la vraie vie. Et la stratégie 3, c'est le dépistage universel des nouveau-nés. Donc là, ça permet de n'avoir plus aucun enfant potentiellement avec séquelles dans la nature, puisqu'on peut dépister et diagnostiquer également les bébés infectés nés d'infections secondaires. Ça coûterait 36 millions d'euros le dépistage et le diagnostic. Par rapport à la vraie vie, ça permet de gagner le diagnostic de 2114 enfants infectés, dont 321 avec séquelles. Le coût total de la maladie il est de 114 millions d'euros. Oui, parce qu'il y a comme il y a tous les asymptomatiques également qui vont être diagnostiqués, ça fait monter le coût total du suivi de ces enfants. Et si on regarde la stratégie 4, donc qui paraît être le must en termes de, voilà, on a tout, le dépistage des primo-infections, le valacyclovir, le dépistage néonatal, ça coûterait 68 millions d'euros en termes de dépistage. Et par rapport à la stratégie 2 bis, donc qui consiste à simplement dépister au premier trimestre et mettre du valacyclovir, si on regarde ce que ça apporte en plus aller faire du diagnostic néonatal universel, eh bien ça apporte le diagnostic de 1742 enfants diagnostiqués, infectés, dont 228 avec séquelles, et ça représente un coût de 21 000 euros par enfant diagnostiqué supplémentaire. Et si on regarde que ceux avec séquelles, c'est 160 000 euros par enfant diagnostiqué supplémentaire. Alors en conclusion, eh bien, la stratégie, donc notre stratégie 2 bis, qui est dépistage des primo-infections du premier trimestre plus valacyclovir, elle est plus économique que la stratégie vraie vie, et elle apporte à la fois plus de dépistage, elle permet d'éviter d'avoir des enfants infectés, donc des enfants malades, et en plus, d'après notre modèle, elle coûte moins cher. Donc, en fait, là, garder la stratégie vraie vie, ça paraît pas très pertinent. Et en fait, là, c'est faire le choix de comment est-ce qu'on dépense notre argent. Est-ce qu'on le dépense notre argent public, bien sûr. Est-ce qu'on le dépense en dépistage, en prévention, en traitement, ou est-ce qu'on laisse les enfants s'infecter et ensuite cet argent sera dépensé en prise en charge? Voilà, je vous laisse méditer. Et là, ce qui nous manque, ça sera la suite du travail et de l'étude. C'est pour évaluer ce dépistage ensuite de toutes les infections congénitales avec du dépistage systématique. Il va falloir calculer ces fameux ratios coût-efficacité. Donc pour ça, il va falloir estimer la qualité de vie des enfants, etc. Donc ça, c'est la suite du travail qui est encore en chantier. Et ce qui nous manque, c'est de faire des stats, faire des analyses probabilistes de sensibilité, parce qu'en fait, les paramètres, ils ont leur variabilité propre, et donc voir si cette variabilité impacte, et si oui, comment, et à quel point les résultats de ce modèle. Donc, ce sont des résultats préliminaires qui demandent à être consolidés par des stats. Et si on compare ces résultats avec les autres maladies à dépistage obligatoire, donc on fait dans le Guthrie, donc les cinq maladies, sont des analyses qui ne coûtent pas très cher et qui coûtent entre
2 300 € et 41 000 € par enfant malade. C'est juste pour vous remettre dans le contexte. Et si on compare avec la toxo, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de dépister la toxo, ne me faites surtout pas dire ce que je ne dirai jamais, mais c'est juste pour vous remettre dans le contexte le nombre d'enfants et l'argent qui est dépensé. On a 110 cas de toxoplasmose congénitale, dont 12 avec séquelles par an. Ça coûte à peu près 42 millions d'euros. Contre nous, en nombre d'enfants, c'est 2800 cas de CMV congénitale, dont 580 avec séquelles. Donc, encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire l'un ou pas l'autre, c'est simplement, on l'accepte pour la toxo, donc peut-être qu'on peut vraiment se poser la question pour le CMV, parce que ça concerne encore plus de familles. Et ça ne coûterait pas plus cher. Et je vous remercie, et tu voulais ta photo, tu l'as. Merci beaucoup à tous ceux qui participent avec moi à ce travail, parce que c'est évidemment un travail collectif avec beaucoup d'avis d'experts pour évaluer les coûts. Donc c'est évidemment collaboratif. Donc merci beaucoup. Et puis merci à ces deux-là qui sont à l'origine du projet. Merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant effectivement, et c'est la question qu'on se pose toujours, parce que la réponse qu'on donne toujours pour le CMV de ne pas le dépister, c'est qu'on n'a pas de traitement, mais Olivier vient de nous dire qu'on avait un traitement et qu'il était efficace, donc on n'a plus tellement cette réponse à donner, et le médico-économique nous prouve aussi qu'il va falloir prendre une décision rapidement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur le premier ou le deuxième topo? Ah oui. Le troisième, c'est quoi? C'est Natacha. C'est comme tu veux, parce que c'est pas tout à fait... c'est comme tu veux parler maintenant, Natacha? On va faire deux questions, on fera d'autres questions. Tu te caches? Je ne sais pas si je peux commencer. Oui, merci pour ces topos-là. Bon, les choses bougent et ça fait du bien d'avancer sur ce sujet qui nous préoccupe depuis pas mal d'années. Moi, j'avais une question à poser à Olivier sur l'IRM. Parce que finalement, il y a un débat qui semble quand même assez consensuel pour les gens qui s'y intéressent. C'est le premier trimestre. Le dépistage du premier trimestre, après information, discussion, les enjeux, etc. Et que le traitement permet de diminuer la contamination materno-fétale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez entendu. Hein. On diminue la contamination materno-fétale par un dépistage du premier trimestre pour ces patientes. Que faites-vous sur le deuxième trimestre dans vos unités? Quelqu'un qui a effectivement eu un dépistage, est-ce que vous attaquez dès le résultat le valacyclovir et vous gérez l'amniosynthèse? Oui, non. Au deuxième trimestre, je parle. Et troisièmement, à écho normal, est-ce qu'il y a des situations où vous êtes plutôt dans je fais l'IRM alors que j'ai une écho normale, ou je ne fais pas l'IRM parce que j'ai l'écho normale? Merci Norbert. C'est des questions pratiques effectivement qu'on se pose souvent. C'est la différence peut-être qu'on a nous par rapport à l'équipe du centre de Paris, c'est que nous on a encore un petit peu de mal à dire au deuxième trimestre circulaire, il n'y a rien à voir. Pour moi c'est trop difficile. On a eu des cas depuis 15 ans qu'on s'intéresse au sujet d'infection grave au deuxième trimestre. C'est peut-être rarissime, mais moi, dire deuxième trimestre circulaire rien à voir, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'on donne du valacyclovir. C'est pour ça qu'on est content que Charles ait sa publication en cours qui montre que même au deuxième trimestre, ça continue à être efficace. Est-ce que ce sera suffisant pour qu'il y ait moins d'enfants handicapés? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mieux à la transmission materno-fétale. Et on continue à faire la myosynthèse. Alors moi, ma position sur la myosynthèse, c'est que j'en discute et ensuite on voit avec les gens. Nous, dans notre cohorte à Louis Maurier, je pense qu'on a 70 à 80% des patientes qui font finalement une amniosynthèse, l'autre qui ne les font pas. On ne va pas se répartir si elles ne la font pas. Nous, on aime bien la voir parce que vous savez que c'est 0,3% de risque, donc c'est pas très important. Et pour un bénéfice qui change la conduite à tenir, puisque quand c'est négatif, on va leur foutre la paix. Je pense que on peut arrêter le traitement, parce que franchement, on peut l'arrêter.
Alors ça, c'est vrai. Ça, je n'ai pas la réponse scientifique à cette question, puisque ça ne rentre dans aucune étude. Même si mes VAL, c'est pas les mêmes critères d'inclusion, puisque là, c'est des enfants qui sont asymptomatiques à l'échographie. Donc moi, j'en discute avec les gens. Et une fois sur deux, elles trouvent que c'est quand même beaucoup de médicaments, elles préfèrent l'arrêter. Et une fois sur deux, elles disent bah, c'est pas passé, pour éviter que ça passe après, je vais quand même le prendre. Donc c'est vraiment du cas par cas, et j'ai pas de littérature pour te donner une réponse à cette question. Je pense que on continuera à débattre après, mais oui, l'IRM, excuse-moi. Alors l'IRM, tu sais très bien qu'il y a quelques années, on avait publié une étude qui disait que lorsque l'échographie était normale, l'IRM servait à rien. Et moi, je raisonne aussi en termes de petit hôpital de banlieue qui est une seule IRM avec une seule vacation d'échographie fétale. Donc, je réserve mes échographies, mes IRM fétales, vraiment quand j'en ai besoin. Donc, c'est rare qu'on fasse des IRM pour le CMV. On les fait quand on a un doute, la patiente obèse, ça c'est sûr. Et sur les infections du premier trimestre, on l'a un petit peu plus facile. Mais franchement, l'infection T2, l'IRM à écho normal, on fait peu d'IRM. Je suis désolé, on va enchaîner avec Natacha et on pourra discuter largement après, parce que jusqu'à ce qu'on nous jette dehors de la pièce, on pourra discuter autant que vous voulez. Merci Olivier. J'ai un petit peu la difficile mission d'arriver après tout le monde, donc il y a plein de choses qui ont déjà été dites et je vais essayer de peut-être pas trop répéter les topos. Mais l'idée est un peu de vous faire un petit melting pot des conséquences ORL de l'infection congénitale par le CMV. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure pour la séance des jeunes chercheurs, vous avez entendu parler de vestibule, donc l'oreille interne, équilibre. Justement, on va un petit peu aborder les différentes séquelles et qui vont concerner le secteur ORL. Alors bien sûr, on connaît bien l'audition. On sait, et toutes les études parlent de surdité. Ok, mais l'oreille interne, elle est composée de deux choses. Elle est composée d'une cochlée, le petit escargot, ici, et les canaux semi-circulaires, le vestibule, qui va être indispensable à l'équilibre, au développement de l'équilibre de l'enfant, et indispensable aussi au développement posturomoteur de l'enfant. À côté de ça, on a aussi l'olfaction. Alors, on s'était intéressé, avant que le Covid passe par là, sur les atteintes olfactives du CMV. Maintenant, bien sûr, l'olfaction est revenue un petit peu sur le devant de la scène, mais c'était un sens qui était un petit peu pauvre et qu'on délestait un petit peu. Mais vous allez voir que c'est pas dénué d'intérêt. Alors, les surdités, on en a parlé pleinement. On caractérise les enfants selon l'état symptomatique ou asymptomatique. On décrit des risques. On dit 10% chez les risques chez les enfants asymptomatiques, 33% chez les enfants symptomatiques. On dit voilà, la surdité liée au CMV dans la population générale, c'est 0,5 enfants pour 1000. Donc c'est important puisque la surdité, c'est 1 à 2 enfants pour 1000. Que le CMV est responsable de 21% des surdités congénitales. Donc, surdité congénitale, c'est quoi? C'est l'enfant au dépistage. Il y a un échec de dépistage sur une ou deux oreilles. Mais le CMV est aussi responsable de 25% des surdités de chez l'enfant de 4 ans. Donc, si on évalue cet enfant à 4 ans, on voit qu'il y a une augmentation de l'incidence de la surdité. Pourquoi? Parce que le CMV, il peut aussi développer une surdité à distance de la naissance. Donc, le dépistage systématique auditif à la naissance n'est pas suffisant pour identifier les séquelles neurosensorielles de ces enfants puisqu'il y a des surdités progressives. Alors à quel moment cette surdité apparaît? Alors vous avez là encore les études qui vont dire 15 mois chez les enfants symptomatiques, 20 mois chez les enfants asymptomatiques. Alors ces études, elles sont pour la grande majorité anciennes et avant que le dépistage systématique auditif ait été instauré. Et donc en fait, les enfants, le diagnostic de surdité était parfois posé quand les parents avaient un doute auditif. Et vous imaginez bien que ce n'est pas toujours facile d'avoir un doute auditif sur un enfant de 2, 3, 4, 5 mois. Il ne réagit pas au bruit, c'est difficile. Peut-être qu'il est en train de dormir, il n'est pas attentif. C'est pas toujours facile d'avoir un doute sur l'audition. Et finalement, le doute sur l'audition, il va éventuellement apparaître quand l'enfant ne va pas babiller, quand il ne va pas développer son langage, quand il va avoir un retard. Et donc, parfois, ces enfants viennent consulter tardivement parce que le dépistage systématique n'était pas instauré. Alors, le petit carré là en bas, ce qui est intéressant, c'est que dans les méta-analyses de Godris, qui avait repris un petit peu toutes les études sur la surdité, on avait dit, pas de surdité après l'âge de 5 ans. Alors attention, c'est là où il faut être vraiment attentif. Ça veut dire que s'il n'y a pas eu de dégradation de l'audition avant l'âge de 5 ans, le risque d'avoir une dégradation secondaire après 5 ans, il est faible. Mais
Si la surdité est apparue avant l'âge de 5 ans, la surdité va évoluer tout au long de la vie. Et donc, il ne faut pas dire aux parents, à 5 ans, vous êtes tranquille, s'il a perdu un peu l'audition avant, vous êtes tranquille. Non, non, la surdité, elle va continuer à évoluer. Donc, petit message, ok, elle peut être plus précoce pour la majorité des cas, donc il faut bien sûr avoir en tête que le dépistage systématique de l'audition et la mise en place de dépistage, enfin de bilan régulier de ces enfants est indispensable. Là encore, on a encore cette grande dichotomie, les enfants symptomatiques, asymptomatiques. Moi, je pense que c'est malheureusement une mauvaise description. Alors, c'est la description qu'on a néonatale, avec les enfants qui vont avoir des traits cliniques ou pas, parce qu'on ne peut pas toujours les caractériser de manière différente. Mais en fait, c'est une fausse dichotomie. Bon, en tout cas, dans la littérature, on dit quoi ? Les enfants qui sont symptomatiques ont plus de risques d'avoir une surdité bilatérale. Quand cette surdité bilatérale, elle est profonde, bilatérale profonde, ça veut dire que c'est des enfants qui vont être candidats à un implant cochléaire. Et puis, les asymptomatiques sont plus souvent des surdités unilatérales. Bon, soit, mais finalement, il faut être quand même très prudent. Ces surdités unilatérales se bilatéralisent avec le temps, et donc il faut bien sûr avoir un recul. Si on évalue les enfants à 2 ans et qu'on dit « Ah oui, c'est une surdité unilatérale à 2 ans », oui, mais qu'en est-il à 3 ans, 4 ans, 10 ans ? Et c'est la question que se posait Torres Ilias en 2020. Et elle surveillait des enfants, des patients, qui avaient donc 16 patients jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il a donc surveillé les 2 oreilles. C'est important, bien sûr, d'avoir une surveillance de ces 2 oreilles. Et il a montré que ceux qui avaient des surdités précoces sur une oreille avaient une dégradation de cette audition. Et cette aggravation était d'autant plus précoce sur la moins bonne oreille. Et il fallait se méfier de cette dégradation de la meilleure oreille à distance. Et un cas clinique tout simple, moi, un jeune homme il y a quelques années, 15 ans, perte complète d'un côté de son audition d'un côté, 15 ans, cophose unilatérale. Très bien, bon, c'était dit, voilà, tout va bien. Deuxième oreille, il n'avait absolument pas bougé. À 15 ans, il vient pour une surdité brusque et il dégrade son audition contralatérale. Donc cette surdité, il faut vraiment l'avoir toujours en tête à partir du moment où le loup est dans la bergerie, qu'il y a une oreille qui est infectée, la deuxième aussi peut se dégrader. Alors, on parlait de vestibule. C'est une vieille étude et tous ceux qui étaient là tout à l'heure pour le topo d'Emina Chebbi ont des données un petit peu plus récentes, mais je ne voulais pas redire exactement la même chose que lui. Mais l'idée là, c'était une analyse, 52 enfants qui étaient pour la majorité symptomatiques, puisque c'est une étude qui était publiée en 2015. On a comparé 52 enfants qui avaient une infection congénitale pour le CMV et qui ont comparé par rapport à 52 enfants témoins. Et on a regardé les étapes posturomotrices de ces enfants, à quel âge ils tenaient la tête, à quel âge ils marchaient et tout ça. Et vous voyez qu'il y a un décalage systématique des groupes d'enfants CMV par rapport aux groupes d'enfants témoins. Et ce retard posturomoteur peut se traduire peut être la traduction d'une infection du vestibule. Et en effet, quand on regarde le fonctionnement de cette oreille interne et qu'on analyse les différents compartiments du fonctionnement de l'oreille interne, on voit que dans un tiers des cas de cette cohorte, certes symptomatique, je reconnais, mais un tiers avait une atteinte bilatérale complète, ça veut dire plus de fonction vestibulaire, l'équivalent de la surdité profonde pour le vestibule. Et un tiers avait une atteinte partielle bilatérale. Donc, une question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que quand on a une surdité d'un côté, on va avoir une atteinte vestibulaire de la même sévérité ? Est-ce que les deux sont corrélés ? Alors, un petit peu les mêmes données qui ont été données par Emilien, mais sur cette cohorte plus ancienne, on a une tendance à avoir la même sévérité, la même atteinte, enfin la même sévérité, mais ce n'est pas un rapport de 1 pour 1. On peut avoir une surdité profonde sans atteinte vestibulaire et l'inverse. Donc ça veut dire que si on se base uniquement sur l'audition, on peut dire « Ah ben non, l'audition est normale, mais il peut avoir une atteinte vestibulaire profonde ». Même chose, est-ce que quand on a une atteinte auditive à droite, on va avoir une atteinte vestibulaire à droite? Le même raisonnement et le même fait que nous n'avons pas une corrélation de 1 pour 1, mais on a une tendance, donc on a plus souvent une atteinte à droite, une atteinte à droite auditive, une atteinte vestibulaire à droite, mais rien ne n'empêche d'avoir une atteinte auditive droite et une atteinte vestibulaire gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction vestibulaire et qu'est-ce qui se passe quand on n'en a plus? Et bien là, c'est exactement ça. Quand on a une aréflexie vestibulaire bilatérale, vous voyez, c'est un petit peu comme cet enfant, ce chien qui dodeline la tête. Vous n'avez plus les capteurs pour stabiliser votre regard quand vous marchez. Et donc, vous vivez un petit peu ce que vivait l'image sur la droite, cette vidéo sans stabilisateur d'image. Vous voyez à quel point c'est fatigant parce que vous marchez et vous n'avez plus de contrôle visuel sur ce que vous voyez.
Et quel est le retentissement sur un enfant en âge de développement? Il va consommer beaucoup d'énergie à essayer de stabiliser son regard, il va faire un très déficit d'attention, un retard des apprentissages, des troubles du comportement, il va être hyperactif, hyper fatigué. Et on va dire, c'est le CMV, c'est l'atteinte centrale du CMV. Mais non, c'est la vestibule. Et c'est là où il faut vraiment ne pas mettre tout sur le dos de l'atteinte centrale et penser que l'oreille interne peut être l'élément responsable de ce retard posturomoteur. Alors, les facteurs de risque de surdité, je vais y aller très vite. La charge virale, c'est pas ça qui va nous déterminer quel va être le devenir surdité ou pas. Le côté, on y en a parlé très rapidement tout à l'heure aussi, primo-infection, réinfection, même risque de surdité, même risque de sévérité, même risque de bilatéralité. Donc la primo-infection ne protège pas contre des séquelles auditives. On a parlé de l'étude de Faure-Bardon tout à l'heure avec l'importance, bien sûr, du premier trimestre, mais ne n'oublions pas l'atteinte du second trimestre avec des séquelles de neurosensorielles qui ont été retrouvées dans l'étude de Elkan-Miller, avec 7% des séquelles neurosensorielles, avec des surdités unilatérales, partielles. Attention, on n'a pas l'atteinte vestibulaire ici, on n'a pas été évalué. Donc peut-être y a-t-il des atteintes vestibulaires, et comme un des sujets a été évoqué tout à l'heure, l'atteinte vestibulaire est même plus importante que l'atteinte auditive, et donc il ne faut pas la sous-estimer. Donc premier trimestre, oui, deuxième trimestre, il ne faut pas le sous-estimer. On a évoqué aussi l'importance des critères prédictifs qui sont indépendants, l'imagerie anténatale, la présence de lésions cérébrales anténatales à l'IRM ou à l'échographie est un élément indépendant aussi de la séroconversion au cours du premier trimestre d'infection. Les deux sont des critères prédictifs de surdité. Le deuxième trimestre est aussi à risque. Dans notre série, on avait retrouvé que 4 enfants sur 13 avaient une atteinte de l'oreille interne et ces enfants-là avaient une atteinte vestibulaire. Alors, qui dit atteinte vestibulaire? Pour l'instant, on n'a pas encore le recul pour savoir ce que sont devenus ces enfants-là, mais qui dit atteinte vestibulaire? Le loup est dans la bergerie, il est possible qu'une atteinte secondaire auditive apparaisse. Donc là, je me tourne vers Claire et je lui dis, voilà, il faut dépister, et je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque ça nous permet d'identifier ces enfants du premier trimestre et de la première moitié du second. Alors, comme on est des gens très curieux, on est allé chercher le virus dans l'oreille interne, parce que finalement, on voudrait se dire, est-ce que ce virus est responsable en tant que tel de la surdité? Alors, on est allé récupérer du liquide, ce qu'on appelle le liquide périlymphatique, qui est l'intérieur de la cochlée, pour aller rechercher ce virus. Alors, on ne peut pas le faire chez tous les enfants, n'importe quand. Donc, on est allé faire au moment où on posait un implant cochléaire pour retrouver ou pas ce virus, est-ce qu'il était toujours bien là. Et on a eu 113 enfants chez qui on est allé prélever ce liquide périlymphatique, et 2 groupes. Un groupe d'enfants pour la cause de surdité est identifiée, une cause génétique, une méningite ou autre, et des enfants pour laquelle la cause n'était pas identifiée. L'âge à l'implantation est un petit peu différent, bon, peu importe, mais vous voyez, on a 20% de CMV dans notre cohorte, avec malformation de l'oreille interne, plutôt quelque chose qui oriente vers quelque chose de génétique, sans qu'on ait autant la cause génétique identifiée, et 43% pour lesquels on avait vraiment un diagnostic génétique de retrouver. Et donc, parmi nos enfants, pour qui on avait des causes identifiées, parmi nos 15 enfants CMV, on est allé regarder la présence de CMV par PCR, que nous a fait Christelle sur un carton de buterie, et on a retrouvé 9 PCR positifs, donc 9 sur 15, ce qui nous donne une bonne sensibilité à 60%, mais bon, on aurait souhaité peut-être que ce soit plus fort, on aurait préféré peut-être retrouver du CMV à chacune de nos prélèvements pour pouvoir dire c'est bien lui qui est en cause dans nos surdités. Et puis, anecdotiquement, on a retrouvé un CMV alors qu'il y avait une autre cause de surdité. Mais en tout cas, quand le CMV était là, c'était spécifique. Ce qui nous a marqué dans notre étude, c'était qu'on est allé regarder à quel moment on a fait ces prélèvements, à quel moment on a implanté ces enfants, et pourquoi il y avait des prélèvements qui étaient positifs et d'autres qui étaient négatifs parmi les enfants qui avaient une infection congénitale par le CMV. Et en fait, on a l'impression qu'il y a petit à petit, avec le temps, le virus disparaît de l'oreille interne, puisque quand on regarde les premiers prélèvements à gauche, c'est 12 mois, à droite, c'est 48 mois, et on a l'impression, sur quelques prélèvements positifs, qu'il y a une espèce de clairance progressive
du CMV. Et un des exemples, par exemple, un enfant a été implanté du premier côté à 12 mois, et quand on l'a implanté 6 mois plus tard, on ne retrouvait plus de CMV. Alors, je vais passer sur le faux positif, parce que je pense que ça va être un petit peu trop, mais finalement, pour ceux qui connaissent un petit peu ce schéma auquel je suis très, très fan, mes premières constatations sur le CMV étaient de dire, voilà, la surdité, elle est liée au fait que le virus, il aime bien abîmer, vous voyez ces petites cellules un petit peu grosses ici, et il aime bien altérer ce qu'on appelle l'homéostasie de l'oreille interne. Pour que les cellules neurosensorielles se dépolarisent, il faut beaucoup de potassium. Et pour qu'il y ait beaucoup de potassium, il y a des petites pompes à potassium qui se situent sur la droite ici. Et le CMV, bizarrement, il est très intéressé par ces cellules, et donc si elles sont infectées, ça ne fonctionne plus, et la pompe se désamorce. Donc on pourrait se dire finalement, ok, ces petites cellules, si on leur met un traitement antiviral, peut-être qu'on va réussir à restaurer et redonner l'audition à ces enfants. Et c'est là où on est confronté finalement avec le fait que il y a probablement d'autres éléments qui expliquent que le mécanisme le traitement antiviral ne soit pas efficace. Les protéines de l'inflammation, d'une part, et l'atteinte progressive des cellules neurosensorielles par le fait qu'elles ne sont pas baignées par leur liquide qu'elles aiment tant, riche en potassium. Alors, on est allé regarder un petit peu, la technologie moderne aujourd'hui nous permet d'aller regarder un petit peu ce qui se passe complètement à l'intérieur de cette oreille interne. Et on a par une séquence à l'IRM qui s'appelle une séquence hydrops. On va aller injecter un produit de contraste en périphérique qui va petit à petit s'accumuler dans les différents secteurs de l'oreille interne et va nous permettre de donner une image en négatif des différents secteurs tels que vous voyez ici. Et on a passé quelques enfants dans ce protocole-là. C'est le même protocole pour ceux qui connaissent la maladie de Ménière. La maladie de Ménière, qui est caractérisée par des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des surdités, qu'on a habituellement plutôt chez l'âge adulte, se traduit par une hyperpression de cette oreille interne. Et on est allé regarder si, dans l'oreille interne de nos enfants CMV, il y avait la même chose. Et on était surpris de voir qu'en effet, on a ces soucis d'hyperpression dans l'oreille interne, et avec la présence de ce qu'on appelle cette hydrops. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, il y a peut-être un parallèle entre la maladie de Ménière. Alors, peut-être un peu tôt pour dire qu'il y a un continuum, parce qu'on ne connaît pas le mécanisme de la maladie de Ménière chez l'adulte, mais peut-être qu'il y a en tout cas une similarité avec l'infection par le CMV. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'oreille interne, et je me garde juste un petit peu de temps pour parler de l'olfaction, pour être dans le timing. Vous savez que l'olfaction, en fait, ce sont des petites fibres nerveuses qui naissent qui sont en contact avec le bulbe olfactif, qui passent par la lame criblée et qui viennent dans le toit de la lame criblée, ici dans le nez, baignées par un mucus, ces petites fibres nerveuses qui vont capter les odeurs. Très longtemps, j'avais fait une étude sur les fœtus infectés par le CMV. J'avais vu qu'il y avait une atteinte de ce bulbe olfactif et il y avait présence de virus dans ce bulbe olfactif, en particulier dans les cellules souches de ce bulbe olfactif. Et la question toute bête, c'est finalement, est-ce qu'il y a une conséquence clinique au fait d'avoir une atteinte de ce bulbe olfactif? Donc on a comparé des enfants qui avaient qui avaient une infection congénitale par le CMV, qui présentaient des formes symptomatiques, des formes asymptomatiques, et puis des enfants contrôle appariés en âge et en sexe avec les enfants symptomatiques. Et on leur a fait sentir des petites odeurs, des petits stylos. 3 stylos, 2 stylos avec la même odeur, un troisième stylo avec une odeur différente. Ils n'avaient pas besoin d'identifier est-ce que c'est de la menthe, est-ce que c'est du citron. Leur seule mission, c'était d'identifier le stylo qui était différent. Et ils avaient un score de 0 à 6. Et on a comparé ça par rapport aux atteintes cérébrales, par rapport aux tests auditifs. Et vous voyez, on a 35 enfants CMV, 17 enfants symptomatiques, 17 asymptomatiques et 35 contrôles. Et on est allé regarder un petit peu quels étaient leurs résultats olfactifs. Alors déjà, ce que l'on peut voir ici, si on regarde le groupe de contrôle, on voit que quand les enfants sont jeunes, ils répondent moins bien. On s'attendrait à ce que tous nos enfants, pourtant c'est un test tout simple, même chez les enfants contrôle, ils ont du mal à bien répondre en dessous de l'âge de 5-6 ans. Peut-être ne comprennent pas-ils la consigne d'identifier quel est le stylo différent. Pourtant, on a l'impression que c'est un test plutôt simple. Mais
ça demande peut-être un niveau d'attention qui leur est peut-être un petit peu peut-être qu'ils attendent, il faut attendre un petit peu plus. Mais en tout cas, vous voyez ici, il y a une bonne corrélation. Les enfants plus vieux ont des scores qui sont 3 au-dessus. Donc eux, ils ont quand même un bon niveau olfactif. Quand on compare par rapport aux enfants CMV, symptomatiques, vous voyez que finalement, l'âge, oui, ils ont des meilleurs résultats, mais finalement, quand on regarde les scores de 3 à 6, 6 étant le maximum, il n'y en a pas beaucoup qui ont le score maximal. Donc, finalement, on ne voit pas de différence entre les enfants de moins de 6 ans et de plus de 6 ans. Quand on va comparer ensuite les enfants contrôle, donc on compare les enfants, c'est un petit peu on redécortique un petit peu le schéma précédent. Les enfants contrôle avant 3 ans, enfin avant 6 ans, post 6 ans, on voit qu'il y a une bien bonne différence significative. Les enfants de plus de 6 ans répondent bien dans les enfants contrôle. Et par contre, les moins de 6 ans, eh ben, en fait, ils n'ont pas de différence significative chez le groupe CMV, donc ils n'arrivent pas à discerner les odeurs. Quand on compare par rapport, on regarde les enfants symptomatiques et asymptomatiques, on voit qu'il y a une différence significative aussi par rapport au groupe contrôle. Donc même les enfants asymptomatiques ont une petite perte olfactive. Et alors après, on est allé regarder par rapport à l'audition, est-ce que les enfants qui avaient des atteintes auditives étaient plus à risque d'avoir des atteintes olfactives ou pas. On voit que les enfants qui ont une atteinte auditive ont un score olfactif plus faible, donc on a quand même une tendance à avoir moins bien répondre. Et ceux qui ont un risque auditif, qui présentent un risque auditif, ont plus à risque d'avoir un score olfactif que les enfants en audition normale. Alors finalement, d'où vient ce trouble olfactif ? Est-ce que c'est une atteinte de l'olfaction en tant que telle, des bulbes olfactifs ? Est-ce que c'est une atteinte périphérique, comme dans le Covid ? Vous savez, le Covid, finalement, c'est une atteinte de la muqueuse avec un œdème de la muqueuse de la fente olfactive et pas du tout une atteinte proprement dite des fibres olfactives. Bon, alors maintenant, ceci étant dit, quelle est la conséquence de cette atteinte olfactive ? En toute honnêteté, je ne sais pas vous dire. Est-ce que ça a une atteinte de la qualité de vie ? Eh bien, très certainement. J'ai un jeune homme qui a une atteinte olfactive et sa maman, elle est très embêtée parce qu'il ne sent pas le gâteau dans le four qui crame, il ne sent pas le gaz. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai retentissement. Alors, ils sont rares à se plaindre parce qu'ils ne sont pas nécessairement conscients d'avoir une perte olfactive. Mais c'est vrai, dans le quotidien, eh bien, il y a plein de choses qui nous semblent complètement standards, de sentir l'odeur de quelque chose, et parfois même des situations dangereuses. Eux n'ont pas ce réflexe-là. Et l'odeur aussi est intimement liée au circuit de mémorisation. C'est un des sens les plus primitifs. Dans le circuit de Papez, le circuit de mémorisation, et peut-être que l'atteinte olfactive impacte aussi dans le circuit de mémorisation de ces enfants-là. Pour conclure, donc, on a parlé de la surdité, ça tout le monde est d'accord, on voit que c'est hyper important de dépister la surdité, il faut penser bien sûr à dépister en période néonatale, mais il ne faut pas hésiter à renouveler le test auditif de manière régulière. Je n'ai pas ressorti, parce que je ne savais pas si ça allait être cité, mais le GRIG a édité des propositions de suivi des enfants affectés par le CMV en fonction de leur statut, en fonction du moment de l'infection congénitale, premier trimestre avéré, première moitié de grossesse avérée ou pas, et en fonction de la durée de surveillance, où on aura tendance quand même à surveiller les enfants de première moitié de grossesse jusqu'à 6 ans. Deuxième moitié de grossesse, on a pour l'instant encore envie de les surveiller jusqu'à l'âge de 3 ans pour être sûr qu'il n'y ait pas des choses secondaires qui apparaissent, même si la donnée de la littérature sont très rassurantes là-dessus, mais ça nous semble quand même tout à fait raisonnable d'avoir au moins un petit œil sur ces enfants-là jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc les atteintes vestibulaires, ne pas les sous-estimer parce que vous avez vu, elles peuvent avoir un impact neurodéveloppemental sur ces enfants, sur le retard posturomoteur, l'âge auquel ils vont tenir leur tête, l'âge auquel ils vont marcher. Ils vont tous finir par marcher, même s'ils n'ont pas de vestibule, mais parfois ça peut être à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. L'atteinte olfactive, elle est méconnue et finalement, pour l'instant, on a quand même un peu de mal à savoir quel est son impact, mais ça me semble intéressant de le savoir et peut-être d'être vigilant sur la qualité de vie de ces enfants. Et puis, ne pas hésiter à avoir une surveillance prolongée parce qu'une fois que ces enfants ont montré une atteinte auditive ou vestibulaire, eh ben, ça va se dégrader tout au long de cette vie. Donc, je vous remercie infiniment.
Alors moi, je te remercie de ne pas avoir mis une photo compromettante. Hein, non, ça devenait compliqué. Et donc maintenant, on va prendre les questions sur l'ensemble des 3 topos. Il y avait au fond, là, tout à l'heure. Il y avait des questions au fond aussi tout à l'heure. Oui, pardon. Du coup, c'était plutôt une remarque, puisque vous y avez répondu un petit peu. Donc nous, effectivement, à Limoges, on a mis en place le dépistage du CMV depuis 2 ans, avec traitement par valacyclovir. On a été un peu échaudé par 2 cas, effectivement, de passage tardif, où à la naissance, il y avait le bébé était infecté. Donc, pour ces enfants-là, puisque vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on propose dans notre algorithme la réalisation, pour le coup, d'une IRM cérébrale dans les cas où la PCR sur l'amnio, elle est négative, pour encadrer une atteinte potentiellement sévère en lien avec un passage tardif. On propose une amnio à ces patientes-là. Non, mais c'est bien. Je pense que vous avez une grande expertise à Limoges, et c'est vrai que cette question des IRM reste débattue. Je n'ai pas de réponse absolue définitive là-dessus, mais c'est bien d'avoir votre expertise de votre côté. Nous on ne l'aurait pas fait, mais ça ne me choque pas que vous le fassiez. Oui. Oui, j'ai une question sur le listant naturel. Lorsque tu traites par valacyclovir et que tu fais une amnio après, est-ce que le fait qu'elle soit négative, tu puisses affirmer que le fœtus n'a pas été en contact Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on peut imaginer que le valacyclovir diminue la charge virale au point de la faire disparaître ? Je pense que la sensibilité de la technique de PCR dans liquide amniotique, je parle à la place des virologues, si je reçois des pierres, c'est normal, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire que ça permet de mettre des charges virales qui sont très très faibles. Donc je ne pense pas que le valacyclovir donne vraiment des faux négatifs. C'est ce que je disais, présence du virus, mais on ne le détecte pas. Ça, franchement, j'y crois pas trop. Et Christelle a un complément. C'est qu'il s'agit quand même d'un virus à ADN, et donc même si l'antiviral a détruit l'infectiosité du virus, vous le savez, on retrouve de l'ADN des dinosaures, et donc s'il y a eu de l'ADN dans ce liquide amniotique à un moment donné, en tout cas, effectivement, la sensibilité est telle qu'on va le retrouver. Donc voilà, on n'a pas de... Pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé, mais je ne suis pas extrêmement inquiète, virologiquement parlant. Olivier ? Moi, je voulais juste te demander, Olivier, juste le délai que tu te donnes pour le traitement par rapport aux infections premier trimestre. Est-ce qu'il y a un moment où tu arrêtes de donner le valacyclovir en te disant ça ne sert plus à rien, on est trop loin de la date qui a été donnée par ma virologue préférée ? Ouais, c'est sûr, lorsque je vois une patiente qui est à 16 semaines avec une infection périplutantée, là, je pense que franchement, ça ne sert plus à rien. Après, je n'ai pas de réponse à partir du moment duquel ça n'est plus du tout efficace. J'en ai strictement aucune idée. Je sais qu'il faut traiter le plus tôt possible, ça j'en suis sûr, et je pense qu'on est tous d'accord. Après, peut-être que 2-3 mois après, ça ne sert plus à rien. Alors, moi j'avais juste une question basse, quoi. Tu fais une première sérologie, tu fais une deuxième, tu constates une séroconversion. Donc là, tu as mis sous valacyclovir. Alors, quelle posologie ? Parce qu'il y en a plusieurs, donc quelle posologie ? Tu l'envoies systématiquement au DAN, où tu fais faire une échographie par un échographiste de référence à 18 semaines, et puis tu fais recontrôler. Enfin, comment pratico-pratique tu fais pour gérer les patientes quand tu n'es pas dans un centre universitaire, que tu as des patientes à gérer ? Oui. Merci, c'est une question effectivement pratique qui intéresse tous les praticiens. Le valacyclovir, c'est 8 grammes par jour, ça fait 16 comprimés, répartis en 4 prises. Donc c'est un problème de ce médicament-là, c'est que ça fait beaucoup de gélules et que c'est pas très très agréable. Mais c'est 8 grammes par jour, je l'ai pas précisé, mais c'est 8 grammes. L'autre question, c'est moi ce que je recommanderais lorsque vous êtes en ville, c'est vous pouvez débuter le valacyclovir, ça ne pose pas de problème si vous vous sentez à l'aise avec ça, et vous nous l'envoyez. Parce que alors moi je déteste en diagnostic antinatal que les patientes elles ont rendez-vous trop loin parce qu'elles cogitent, etc. Donc nous on essaie de les voir très très rapidement.
J'ai toujours de la place pour voir une patiente pour ça, je me débrouille toujours. Mais il faut que l'information, vous soyez à l'aise avec cette information sur le valacyclovir, pourquoi, les effets secondaires, etc. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous l'envoyez directement. Et il faut que votre centre de référence la voie rapidement. Après, sur une patiente qui vient de faire une séroconversion, vous venez de faire le diagnostic, l'échographie diagnostique, elle va servir à rien, elle est trop tôt. Ce qu'il faut, c'est qu'elle voit vraiment quelqu'un qui soit apte à donner l'information sur le taux de transmission, les risques de séquelles, le bénéfice, etc., etc. C'est ça qui me paraît le plus important. Oui, madame. Oui, alors je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, hein, quand on met sous valacyclovir, il faut surveiller la fonction rénale de la patiente une fois par semaine. Pour revenir complètement aux bases et aux pratico-pratiques, et pour avoir en ce moment des remplaçantes qui me redemandent des sérologies en tout début de grossesse, pour avoir effectivement lu des articles de la fameuse équipe du centre de Paris, à quelle date est-ce que vous préconisez vraiment la sérologie CMV? Moi, j'avoue que je la demande, je ne la demande pas en début de grossesse, mais je la demande au moment où je leur demande leur marqueur sérique. Est-ce que vous pensez qu'il faut la demander avant? Est-ce qu'on la demande? Si je suis rigoureux, il faut même avant la grossesse. Hein. Oui. Vous la faites avant la grossesse parce que si elle est positive, vous la refaites jamais parce qu'elle ne servira plus jamais à rien. Mais il faut le dire qu'il y a des infections secondaires, ça existe. Et si elle est négative, il faut la faire le plus tôt possible. Si vous faites une sérologie avec son test de grossesse et bêta-HCG à 5-6 semaines d'aménorrhée, si elle est négative, après vous pourrez dater facilement. Et si vous avez des IgM et vous avez une humidité qui est déjà élevée ou intermédiaire, alors vous êtes à 5-6 semaines, vous pourrez dire que c'est antéconceptionnel et vous aurez la paix. Donc je pense que l'affaire au moment des marqueurs sériques, pour moi, c'est déjà un petit peu trop tard. Oui, pour le contrôle, si elle est négative, mais la première sérologie, je pense qu'il faut la faire le plus tôt possible. Après, moi ce que je préfère, moi... Oui, mais il n'y a rien qui est préconisé par personne. Hein. Ouais, donc, c'est ce que nous, on pense qui est bien. Après, vous n'êtes pas obligé de penser comme nous. Nous n'avons pas on n'a pas la science infuse, il n'y a pas de recommandation ni nationale ni internationale sur ce qu'il faut faire. Mais je pense que si on raisonne scientifiquement par rapport à l'intérêt du traitement qui, pour être efficace, doit être donné trop, l'idéal, ce serait de faire mensuel. Ce n'est pas remboursé, on est d'accord, il faut que, voilà. Mais il ne faut pas faire comme la rubéole, à mon sens, 0,20. 0,20, à mon avis, si on fait une deuxième sérologie à 20 semaines, c'est trop tard pour donner du valacyclovir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de le faire mensuel. Moi, j'ai une question sur le risque vestibulaire. Est-ce qu'on peut retenir qu'il y a une corrélation entre le risque vestibulaire et la charge virale ou pas? Non, on ne peut pas. Donc, du coup, on peut retenir que dans le deuxième trimestre, on n'a pas d'action, je dirais, sensorielle ou vestibulaire avec le traitement valacyclovir. Pas d'action possible, parce que de là à le démontrer, c'est un autre sujet, mais... Je pense qu'on aura le même effet que pour l'audition. On a la même... alors, la charge virale, est-ce que vous dites la charge virale à la naissance ou la charge virale... Non, prénatale. Prénatale, à ce moment-là... Par exemple, si on fait une séroconversion au deuxième ou au troisième trimestre de grossesse, peu importe, enfin, après le premier trimestre, où on est plus au risque éventuellement, à écho normal, sur le risque sensoriel ou vestibulaire, plutôt que le risque de handicap... est-ce que l'idée de dire le traitement aurait un rôle sur la transmission materno-fétale, mais également peut-être... En fait, la question posée, c'est à quel moment on décide d'arrêter le traitement, et est-ce que le maintien de traitement sur une CMV positive, sur une PCR positive, peut avoir un sens au deuxième trimestre, ou ça n'a pas de sens? Moi, je pense que la première moitié de grossesse jusqu'à 20 semaines, ça a un sens. Alors, oui, bien sûr, on est sur une descente... logarithmique. On est d'accord, moi je parle d'après. Ouais. Après, au-delà de 20 semaines, aujourd'hui, sur notre cohorte, on n'a pas retrouvé de séquelles neurosensorielles au-delà de 20 semaines. Mais c'est un petit peu le raisonnement qu'on a aujourd'hui dans le fait de continuer à suivre ces enfants sur les 2-3 premières années, c'est d'être s'assurer qu'on ne laisse pas passer des enfants qui auraient éventuellement des atteintes neurosensorielles au-delà de 20 semaines. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nos données
Sur les séquelles neurosensorielles, on n'a pas d'atteinte vestibulaire au-delà de 20 semaines. Mais voilà. Ok, merci beaucoup. Je vais répondre. J'ai reçu une question par SMS, donc je vais me permettre d'y répondre, ou une réflexion par SMS. Les patients qui ont une surreconversion, évidemment, doivent passer par le DAN, parce qu'il y a toute la surveillance à faire d'emblée. Après, j'intervenais juste sur la question qui était, dans la phase aiguë, en attendant d'avoir le rendez-vous du DAN, qui est peut-être une semaine ou 15 jours après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on peut commencer le valacyclovir, mais il faut qu'il passe par le DAN pour toute la surveillance et la prise en charge et une information de spécialiste le plus rapidement possible de toute façon. Oui, monsieur là-bas. Merci. Moi, je voulais rebondir sur la question d'Anne Gale concernant cette situation où on constate une séroconversion CMV fin premier trimestre. À partir de quel délai en fait on juge nécessaire de commencer un traitement? Là, j'ai cru comprendre que là, votre position, c'était plutôt de se dire finalement, si je suis informé à 16 semaines, j'ai l'impression que ça n'a plus d'utilité. Si vous faites la myosynthèse et que la myosynthèse revient positive, vous allez proposer un traitement à la patiente derrière, je suppose. Et c'est compliqué en fait d'expliquer à la patiente qu'on n'a pas démarré de traitement et qu'on a la myosynthèse, et quand la myosynthèse revient positive, ce qu'on propose. Alors, pour être clair, moi, et d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans l'article de Charles, les patients qui ont une séroconversion CMV du deuxième trimestre, moi personnellement, je les traite. D'accord ? À 16-20 semaines, je les traite. Okay. Alors moi, je pense que je ne me suis pas bien fait comprendre. C'est par exemple la patiente qui a une séroconversion parce qu'on lui a prescrit à 12 semaines. Et en fait, on a l'information à 15-16 semaines. Voilà, effectivement, oui, effectivement, on pense que le traitement... Alors, admettons que je ne l'ai pas traité, je fais la myosynthèse, le fœtus est infecté. Donc, comme j'ai répondu à Norbert tout à l'heure, il n'y a rien du tout dans la littérature qui dit que de traiter un fœtus infecté sans aucun signe échographique a un intérêt. Il n'y a aucune publication, nulle part. Après, ce qui est dans la stratégie de dépistage où aujourd'hui on n'a pas de recommandation, on est tous d'accord qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ce dépistage et qui nous adressent ces patientes dans nos CPDP. Moi, je me trouve bien en difficulté pour conseiller ces patientes parce que certaines, elles arrivent avec le conseil de dire mais pourquoi on ne commence pas le valacyclovir en attendant les résultats de la myosynthèse, parce que si la myosynthèse revient positive, j'ai l'impression qu'on a perdu des chances. On a beau expliquer, dire qu'on ne connaît pas le moment précis de la séroconversion au premier trimestre, et c'est ça qui nous embête. Aujourd'hui, pour les patientes, c'est pas évident en fait à comprendre. Je conçois. Après, c'est vrai que je suis un peu embêté pour répondre à ta question, parce que tel qu'on est organisé, nous, c'est hyper rare qu'on les voit longtemps après la séroconversion. Donc la question pour nous se pose assez rarement en fait. Après, il faut savoir qu'il y a quand même... Il y a au moins je crois que c'est Olivier Anselme qui a fait une enquête auprès des CPDP en France pour savoir qui mettait du valacyclovir ou pas, et j'avoue que je n'ai pas eu la réponse. Je ne sais pas si Olivier n'est pas là. Donc je ne sais pas combien de CPDPN en France donnent du valacyclovir ou n'en font pas. Je sais que sur Paris, il y en a au moins un qui n'en donne pas du valacyclovir. Bon voilà, c'est pas... Alors, je pense que c'est efficace. Après, c'est pas le remède anti-tout, anti-catastrophe. Ça diminue le risque d'eux, mais voilà. Après, je pense que si vous êtes pas à l'aise de pas le donner, donnez-le. Au pire, je pense que ça sert à rien, sous réserve qu'elle ne fasse pas d'insuffisance rénale. Mais voilà. Après, il faut prendre le problème. Oui, c'est vrai. Il y avait des anomalies biologiques, mais ça reprend une petite partie de l'étude. Vous pouvez aussi prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que si vous avez besoin de ce résultat dans des délais plus courts, c'est possible, techniquement c'est possible, donc il faut s'organiser avec le labo, les biologistes, la communication, parce que c'est pas normal d'avoir l'info tellement décalée. Et après, le fait que vous puissiez pas leur répondre exactement sur la datation, c'est pareil, on a des outils aujourd'hui pour dater. Si une sérologie elle est faite avant 14 semaines, on a moyen de savoir si c'est 10, si c'est 8, si c'est 6 ou avant.
Donc ça, c'est des outils qui existent et donc il faut discuter avec vos laboratoires pour, si vous en avez besoin, pour les avoir et pour avoir la réponse dans des délais compatibles avec maintenant les traitements qu'on a à notre disposition. Ah oui, pour la myo, ça ne change rien. Mais... oui, ça c'est sûr. Sur la date de la myosynthèse, donc nous on continue à la faire vers 20-21 semaines d'aménorrhée, sauf si évidemment il y a un signe échographique. Et puis après, si la patiente la veut à corps et à cri à 17 semaines, sans signe échographique, on lui explique qu'on a probablement une petite diminution de la sensibilité et de la spécificité. Il y avait un article italien qui montrait très bien. Alors c'est marrant parce que cet article, il est à la fois utilisé par ceux qui disent qu'il faut faire la myosynthèse à 21, il est également utilisé par ceux qui disent qu'il faut faire la myosynthèse à 16 semaines d'aménorrhée, puisqu'ils disent que ça ne change rien, mais en fait, quand on regarde, il y a une diminution de la sensibilité et de la spécificité d'à peu près 5 à 6% entre 17 et 21 semaines d'aménorrhée, ce qui, pour certains, ne change pas grand-chose, donc on peut le faire avant, et d'autres qui disent, bon, on veut améliorer, donc on le fait plus tard. Et comme a dit Yves à un congrès à Rome sur son ton de la boutade habituelle, si on veut avoir la meilleure sensibilité et spécificité, il suffit de faire le test à la naissance. Mais voilà, c'est juste un compromis. Nous, on continue à le faire 21 semaines d'aménorrhée. Bon, 17, on perd un peu, mais c'est pas scandaleux de le faire. Ce que nous ne prenons pas du tout pour l'instant, c'est la biopsie du trophoblaste. Ça, pour l'instant, nous, personnellement, on n'est pas du tout convaincus par l'étude qui a été publiée dans l'ultrasound. Oui. Bonjour. J'ai deux questions parce qu'il y a eu deux messages qui, dans ma tête, sont un peu contradictoires, donc j'aimerais bien des éclaircissements. Vous avez dit que finalement, les infections après 14 semaines n'étaient pas graves. Et d'un autre côté, vous nous dites que jusqu'au 2e trimestre, vous mettez en place, vous débutez le valacyclovir, donc j'ai un peu de mal à comprendre ça. Oui, très bien. Alors, dans l'étude qu'on a publiée en 2013, il n'y a aucun cas grave après 14 semaines d'aménorrhée. Donc, je pense qu'il y a un effet entre le 1er et le 2e trimestre, mais j'ai aussi dit qu'après, il nous est arrivé d'avoir des cas graves. Ça nous est arrivé, c'est exceptionnel. On a même publié un l'année dernière avec Claire. Donc, je garde de la méfiance. Et d'autre part, il y a le côté trouble auditif qui persiste pas mal jusqu'à 20 semaines, comme vous l'a montré Natacha. Donc, qu'il n'y ait pas de forme neurologique grave ou qu'elle soit rare entre 14 et 20, je suis assez d'accord. Dire que ça n'existe pas, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que je continue à prôner le traitement. Et si c'est pour éviter qu'ils soient infectés, qu'ils aient une forme grave, c'est bien, mais pour éviter aussi qu'ils aient des troubles auditifs, vestibulaires et olfactifs, c'est bien aussi. Mais pas après 20 semaines, du coup. Pas après 20 semaines ou si, quand même? Moi, personnellement, je continue encore après. Non, mais de le débuter, je veux dire, de le débuter après 20 semaines. Ouais. Le valacyclovir sur une séroconversion, franchement, je préfère le faire parce que, voilà, mais je ne suis pas convaincu de l'intérêt neurologique, ça certainement pas, de l'intérêt auditif peut-être, ou exceptionnellement. Moi, en ce moment, je le fais. Voilà. Mais je conçois qu'après 20 semaines, comme pour la rubéole, la varicelle, le parvovirus 19, on se dit on s'en fout parce que ça n'arrive pas. Sur le CMV, comme il y a des troubles auditifs, je suis un petit peu plus vigilant. Mais la raison pour laquelle on arrête la rubéole à 20 semaines, c'est parce qu'il n'y a pas de phétopathie rubéolose après 20 semaines. Donc peut-être qu'il faut avoir un peu le même raisonnement, mais pour l'instant, je suis encore un tout petit peu plus prudent. Je dis que c'est exceptionnel, je ne dis pas que ça n'existe pas. Après, moi, je vais rajouter juste une chose. Je ne suis pas neurologue, je ne suis pas néonate, mais ce qu'on voit quand même, nous, du côté ORL, c'est les troubles du comportement chez les enfants qui peuvent être éventuellement, troubles autistiques, un trouble du comportement, hyperactivité, qu'on voit apparaître vers l'âge de 6-7 ans. Et ça peut être en rapport avec les infections du second trimestre. Donc peut-être, est-ce que ça peut donner les éléments? Perrine Costomazo, une réflexion sur l'autisme. Je me déplace pour toi. L'autisme et CMV, c'est des questions qui sont soulevées. C'est vrai qu'à Rome, on a présenté un papier sur lequel on a... Alors, ce n'était pas des infections congénitales, mais une augmentation du risque d'autisme significatif quand la patiente avait des G et qu'elle était déjà immunisée. Voilà. Par quel biais? Il y a plusieurs hypothèses, mais ce n'était pas en lien avec l'infection congénitale. C'était plus une immunité antérieure.
Après, je donne juste je m'étais beaucoup penchée sur la question. Après, je pense qu'on va couper là-dessus parce qu'on nous met dehors. Mais il y a beaucoup d'études rétrospectives qui corrèlent troubles auditifs, CMV, troubles du comportement, avec des études rétrospectives qui sont sur Guthrie ou autres. Et c'est vrai qu'on avait l'impression quand même qu'on a une augmentation. Et nous, dans notre population, de ce que l'on voit, les patients implantés, c'est une cause d'échec d'implant cochléaire. Ces troubles du comportement qui sont vraiment une bonne source malheureusement de non-acceptation de l'implant et de non-progrès dans notre population CMV qu'on ne voit pas dans d'autres populations implantées pour d'autres causes de surdité. Bien, merci beaucoup à tous. Et puis, à la demande d'Olivier, n'oubliez pas, si vous voulez avoir plus d'informations sur l'ensemble des virus, parasites, bactéries, vous pouvez prendre le petit guide du GRIG. Merci à tous.